Histoire générale de l'Afrique, tome 5, l'Afrique du XVIe au XVIIIe. Mouvement de population et émergence de nouvelles formes sociopolitiques en Afrique. Chapitre 3. Nature de la mobilité des populations. L'un des principaux points sur lesquels l'histoire de l'Afrique précoloniale diffère de celle de l'Europe et de la plus grande partie de l'Asie, est la mobilité des populations, en particulier celle des cultivateurs. Les cultivateurs africains, des régions tropicales et subtropicales, ont été plus mobiles que les paysans européens ou asiatiques parce qu'ils pratiquaient une culture extensive et ne pouvaient travailler les mêmes terres plusieurs années de suite. Ils n'étaient donc pas fixés sur un même territoire. Il en allait de même des éleveurs, bien que leurs techniques d'adaptation au milieu fussent plus comparables à celles des pasteurs d'Asie centrale et à la transhumance pratiquée en Europe. Cette mobilité des populations est un trait essentiel dont il faut tenir compte dans toute étude ou reconstitution du passé africain. On constatera que, dans ce volume, l'existence de nombreuses migrations, de celle des Trek-Boer du Cap à celle des Somalis et des Omoro dans la Corne de l'Afrique, des Ngbandi de l'Oubangui, des Jaga en Afrique centrale, des Touaregs dans la boucle du Niger, des Mané en Sierra Leone, des Fulbe dans toute l'Afrique occidentale et de toutes les populations de Madagascar. Ces migrations ne sont pas caractéristiques de la période allant de 1500 à 1800, mais dès la fin du XVIe, des voyageurs portugais voient une corrélation entre ces migrations qui sont pour eux le fait de tribus barbares, stéréotypes repris dans l'histoire de l'Afrique jusqu'à ces dernières années. Une telle conception, outre ce qu'elle a de péjoratif, ne permet pas de comprendre ce qui s'est réellement passé. Le mot migration désigne le déplacement d'une population qui passe d'un pays dans un autre pour s'y établir. Le concept de migration exprime donc un changement dans le rapport qui existe entre les hommes, l'espace et le temps. Dans ce sens très général, il est préférable de parler de mouvement de population. Ces mouvements peuvent se produire parce que le rapport entre le nombre de personnes et la quantité de ressources a changé, ou parce que les populations essayent de réorganiser leur espace et ses ressources à une assez grande échelle. En Afrique, les principales structures de l'espace étaient les États et les réseaux commerciaux. Les Africains ont souligné l'importance des migrations dans leurs traditions orales. De nombreuses traditions, ayant pour but d'expliquer la création du monde, se réfèrent à des peuples ou à des individus fondateurs venus d'ailleurs d'un lieu de genèse. D'autres mythes affirment que les hommes sont issus du sol et que c'est pour cette raison qu'ils en sont propriétaires. Les savants européens ont retenu la première hypothèse qui confirmait leurs opinions préconçues. Ils imaginaient d'incessantes invasions, au cours desquelles les peuples d'Afrique s'entrechoquaient comme des boules de billard, chaque conquête déclenchant une nouvelle vague de réfugiés qui partaient chercher asile ailleurs, ou chassaient eux-mêmes d'autres peuples. Malgré les apparences, la fameuse errance africaine n'est qu'un stéréotype sans fondement. R a montré, dans un article décisif, la remarquable stabilité de toutes les langues de la côte occidentale, du Sénégal au Cameroun, et cette constatation peut s'étendre à la plupart des sociétés de cultivateurs de l'Afrique à partir du XVIe. Le concept de stabilité, comme celui de migration, se réfère à une relation entre les hommes, l'espace et le temps. Il exprime une absence de changement. Ces deux concepts sont relatifs. Pourvu que l'on considère une région suffisamment vaste, comme celle qui s'étend à l'est et au nord du Nil Blanc. Le mouvement de population, celui des J par exemple, devient stabilité et apparaît
comme une forme d'adaptation au sol et au climat. À l'opposé, le déplacement d'un village, sur une distance de 10 km, peut être qualifié de migration. Il en va de même pour le temps. Il faut considérer que de longues périodes pour percevoir les migrations de certains peuples qui se déplacent lentement pendant plusieurs siècles. Par exemple, celle des Bantous, qui a peut-être duré 2000 ans. Il faut d'abord étudier les déplacements habituels qu'entraîne la recherche de moyens de subsistance, pour mieux comprendre par opposition les déplacements inhabituels, anormaux, et voir comment se produisent concrètement les différents mouvements de population. Nous pourrons alors examiner les types de faits qui témoignent de ces déplacements inhabituels et passer en revue les principaux mouvements de population que l'Afrique a connus entre 1500 et 1800. Utilisation des terres et mobilité. Les hommes disposent essentiellement de 4 moyens de tirer leur nourriture du milieu où ils vivent. La chasse, associée à la cueillette, l'élevage, la culture du sol et la pêche. À ces 4 types d'activités correspondent 4 formes de déplacement ordinaires. Les chasseurs et les cueilleurs parcourent un territoire qui reste relativement stable tant que la densité de population est adaptée à son mode de vie. Ils vivent dans des campements et se déplacent fréquemment à l'intérieur du territoire, comme les pygmées de l'Ituri et les Kong, sans du Botswana. Ils doivent en effet suivre le gibier et trouver en quantité suffisante les végétaux dont ils se nourrissent. Leurs déplacements varient en fonction des saisons. Malgré leur forte mobilité, ces populations peuvent exploiter les mêmes territoires pendant très longtemps. Et les éleveurs aussi sont mobiles. Leurs animaux ont besoin d'eau, d'herbe et de sel. Ces aliments se trouvent en quantité plus ou moins grande selon les saisons. Au Sahara par exemple, les nomades vivent en général en bordure du désert, ou près des grandes oasis pendant les saisons sèches, et pénètrent loin à l'intérieur du désert quand arrivent les pluies. Il s'agit là de transhumance, et les parcours sont souvent les mêmes d'une année à l'autre. Ces déplacements peuvent impliquer d'énormes distances pour les éleveurs de chameaux, comme les Rigeba du Sahara occidental. Souvent, des chassés-croisés complexes ont lieu entre les populations nomades qui élèvent des espèces différentes, en fonction des besoins des chameaux, chèvres, bovins ou moutons. En outre, les nomades faisaient quelques cultures et échangeaient de la nourriture avec les chasseurs ou les cueilleurs spécialisés avec lesquels ils pouvaient entrer en contact. C'était le cas des Trek Boers d'Afrique du Sud au XVIIIe. Ainsi, des populations qui exploitaient les ressources naturelles de façon diverse et complémentaires coexistaient, chacune avec sa mobilité propre, dans une même zone. L'élevage, toutefois, dépendait plus que la chasse et la cueillette des variations climatiques, surtout des variations à court terme. Les cultivateurs aussi connaissaient une certaine mobilité puisqu'ils pratiquaient une culture itinérante, laissant en jachère les terres qu'ils avaient cultivées l'année précédente. Les villages devaient se déplacer quand les champs devenaient trop éloignés. À une époque récente, ces déplacements avaient lieu en moyenne tous les 10 ans. Les meilleures terres étaient celles qui étaient fertilisées à la fois par l'irrigation et par un alluvionnement annuel. Elles permettaient des cultures stables qui fixaient la population. Mais si l'on accepte l'Égypte et les rizières inondées de la côte occidentale de Guinée, les cultures permanentes étaient très rares en Afrique, faute de méthodes efficaces de fertilisation intensive. La plupart des villages se déplaçaient donc, mais tant que la densité de population restait faible. Ils suivaient un trajet plus ou moins circulaire à l'intérieur d'un territoire déterminé.
La mobilité des villages ne dépendait pas seulement de l'état des sols. En effet, dans plusieurs régions, par exemple dans toute la forêt tropicale humide de l'Afrique centrale, les cultivateurs pratiquaient également la chasse, notamment le piégeage ainsi qu'un peu de cueillette. Ainsi, chez les Nzabi du Gabon, par exemple, l'emplacement du village pouvait être choisi en fonction des besoins des chasseurs autant que des cultivateurs. Les variations climatiques, et notamment l'irrégularité des précipitations, constituaient le principal danger pour les cultivateurs. Les famines étaient possibles, même près de l'équateur, dans une zone pourtant bien arrosée. L'absence de pluie après les plantations était catastrophique. Mais des pluies trop abondantes empêchaient toute plantation. Les sécheresses étaient plus fréquentes à proximité des déserts, mais elles n'épargnaient complètement aucune région.